Heureux de vous savoir présent au rendez-vous. Bonsoir, voici les titres du journal. Contrôle des denrées alimentaires sur le marché. À quelques jours du Nouvel An, l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments redouble de vigilance. Descente inopinée dans l'Atlantique et la Donga. Les acteurs agricoles désormais mieux informés des mesures gouvernementales dans leur secteur, la Chambre nationale d'agriculture est allée leur apporter les clarifications nécessaires pour dissiper les malcompréhensions. En sport, UFOA B U17 filles, un tournoi prometteur pour le Bénin. Les représentantes du drapeau national ont décroché le bronze. Leur détermination suscite espoir dans l'arène sportive. Ouvrons ce journal par la suite des réactions de la classe politique et de la société civile suite au message du président de la République sur l'état de la nation. Dans la foulée, Jérôme Humbo, Vitis Ahoué et Calvador Awanou ont recueilli pour vous l'analyse d'un citoyen averti, un forestier à la retraite, un homme engagé dans la lutte contre les maladies liées à la prostate. Je vous invite à le suivre. Le Bénin, notre pays, a trouvé son chemin. Et cela est irréversible. La pierre angulaire que les gens avaient abandonnée devient la pierre authentique. Mais déjà, depuis que le président a commencé, il a pris le pouvoir en 2016. Le bitumage, tout ce qu'il est en train de faire là, qui avait fait ça dans ce pays? Le problème de la santé, mais tu n'as pas vu comment il est en train de changer les choses? Il a parlé, ce n'est pas pour la première fois. Il a approfondi. Ça m'a marqué, j'ai eu la chair de poule. Donc, il a parlé de la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Moi, je suis de 1939. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Il faut voir les goudrons. Qu'on fait là. Tout ça là. Moi, je ne condamne personne. Aucun gouvernement n'est parfait. Mais les gens n'ont qu'à avoir pitié, avoir la crainte de Dieu. Il est en mission. Dieu l'a envoyé en mission. Il n'a qu'à faire ce qu'il peut. Il a déjà fait beaucoup. Puisque tout le département est en chantier. Donc, je lui souhaite une longévité, la paix, prospérité et la joie, lui et sa petite famille, de ne pas regarder derrière, de continuer devant. Il a des gens qui vont l'accompagner. À quelques jours du Nouvel An, la chasse aux denrées alimentaires impropres à la consommation bat son plein. Elle a été lancée par l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Le contrôle est mené avec l'appui des directions départementales de la santé, du commerce et de l'industrie. C'est une vaste opération sur la période du 9 au 31 décembre 2024. La première phase se déroule dans la commune d'Abomey-Calavi. Faisons le tour des espaces commerciaux ciblés avec Rachidat Biomama et Alexis Kenob. Première escale, Erevan-Calavi. Après check-in, résultat. Les produits sont très bien conservés. Et dans les rayons, nous n'avons pas constaté un cas où la date de durabilité est proche ou dépassée. Nous n'avons pas constaté des cas de défectuosité des emballages. Nous avons également constaté que les produits sont bien arrivés et il y a assez d'indications pour renseigner le client. Je suis très satisfait. Je peux dire que dans l'établissement Erevan Calavi, l'autocontrôle se fait. L'objectif d'Erevan, c'est toujours d'assurer la qualité de nos produits à la clientèle. Et par cette occasion, je dis merci à tous les inspecteurs qui nous accompagnent tout le temps, parce que ce n'est pas des inspecteurs qui sont là pour nous chicoter, mais c'est pour nous accompagner. Et ils le font bien, et je leur dis merci. Non loin, une poissonnerie choisie au pif. Visite des lieux et des marchandises. Verdict. Nous n'avons pas remarqué une odeur nauséabonde qui pourrait témoigner des mauvaises conditions
de stockage et de conservation. En dehors de ça, le personnel qui manipule les denrées alimentaires est sujet à un contrôle médical. En dehors de ça, les documents qui accompagnent les produits et qui montrent que les produits sont passés par le port autonome de Cotonou ont révélé que, effectivement, ces produits ont fait l'objet du dépotage et donc du contrôle. Donc, dans l'ensemble, nous sommes satisfaits des résultats de ce contrôle que nous venons de faire dans cette chambre froide. Cette opération se déroule simultanément dans les 12 départements du Bénin avec des objectifs précis. Chaque année, à l'approche des fêtes, on organise ce contrôle conjoint pour pouvoir d'abord, dans un premier temps, protéger la santé du consommateur que nous tous ici, nous sommes. En dehors de ça, pour extraire des rayons les produits impropres à la consommation. N'importe quel opérateur qui se serait rendu coupable d'un tel acte va subir les rigueurs de la loi. Les consommateurs, quant à eux, sont invités à redoubler de vigilance pour éviter de tomber dans le piège des opérateurs véreux. La même opération se déroule dans le département de la Donga. L'équipe de contrôle appelle les populations à la vigilance comme vous venez de le suivre. Des produits périmés pourraient se retrouver sur le marché en cette période festive. C'est le constat fait par nos reporters Jean-Claude James et Yves Agoropessi. En peu de temps, ces agents du ministère de l'Industrie et du Commerce font le tour de plusieurs étalages et boutiques du marché de Djougou. Et comme les années précédentes, des produits impropres à la consommation sont encore dans les rayons et magasins. Sur le terrain, on en a trouvé assez, mais c'est moins que l'année passée. La majorité des produits trouvés, il y a les boissons en plastique, les boîtes de conserve, les eaux minérales qui sont périmées, mais on reconnaît que des efforts sont un peu faits. L'opération a eu lieu déjà la veille à Basila, une autre commune de la Donga, même réalité. Il y a un cas un peu grave que nous avons vu. Non seulement l'intéressé vend des produits étrangers sans les formalités requises, mais nous avons trouvé une importante quantité de produits périmés, y compris jusqu'au frigo. Ça veut dire que si nous n'étions pas venus, ces produits auraient été servis à des clients afin qu'ils puissent les consommer. Le message à l'endroit des populations, c'est la vigilance. Ce contrôle se déroule aussi dans l'Atakora. Objectif, éviter aux populations de mettre leur vie en danger en achetant des produits périmés. Fini la période de grâce à la SGDS. Après 4 années de gratuité, les prestations de la Société de gestion de déchets et de la salubrité sont désormais payantes pour le succès de cette mesure. La SGDS sensibilise les élus locaux. Elle a rencontré ceux de Porto-Novo en présence de nos reporters Calvador Awanou et Yves-Patrick Loco. Dès le 1er janvier 2025, les propriétaires de maisons sont appelés à mettre la main à la poche pour le financement des activités de la Société de gestion des déchets et de la salubrité. Les chefs de quartier et d'arrondissement de la commune de Porto-Novo sont mieux informés par les émissaires de la SGDS. À l'échelle de toutes les communes du Grand Okoué, les tarifs varient généralement de 3 000 francs par mois jusqu'à 30 000 francs par mois, en fonction de plusieurs critères qui sont le type de service, le niveau d'urbanisation de la zone dans laquelle se trouve la maison et également le type de foncier bâti. La redevance d'enlèvement de déchets n'est pas un impôt, martèlent les responsables de la SGDS. 4 années et demie durant, l'État a assuré le travail sans contrepartie. Une facture annuelle sera adressée aux maisons ainsi qu'aux gros producteurs de déchets. Il n'y a que 2 tarifs qui concernent les habitants de Porto-Novo. Les propriétaires de maisons de Porto-Novo paieront soit 3 000 francs pour les maisons à habitation unique et 5 000 francs pour les maisons à habitation multiple. La société attend des chefs quartiers et d'arrondissement de Porto-Novo qu'ils soient des porte-voix auprès des populations. Tout le monde a vu comment les villes sont propres. Je pense que les sécu sont déjà prêts à communiquer avec leur population. Et nous aussi, en tant que chefs d'arrondissement,
On est prêt pour accompagner les chefs quartiers. Cette sensibilisation doit se faire au jour le jour. Maintenant, comme on est impliqué à ce que le gouvernement veut, on doit sensibiliser nos parents pour qu'eux aussi ils comprennent que ceux qui sont arrivés à nous sensibiliser ne sont pas des gens à négliger. La SGDS prévient, il n'y aura aucun paiement en espèces. Le portail national des services publics et une solution de paiement en ligne sont prévus. Elle vient de faire le tour du pays pour présenter aux acteurs du secteur agricole les avancées enregistrées ces dernières années dans leur domaine. Au terme de cette tournée d'information, la Chambre nationale d'agriculture fait un bilan. Que retenir de ce périple? Élément de réponse avec le président de la Chambre, interviewé par Jérôme Moubo. Il a voulu comprendre toutes les décisions qui se prennent, comment ces décisions se prennent. Est-ce que ce sont des décisions consensuelles? Il a été satisfait qu'aujourd'hui, les filières veulent se prendre en charge et sont sur la bonne voie. Et là, c'est dans ces conditions que le gouvernement aussi serait fier. Nous avons encore eu d'autres rencontres avec les ministres. C'est lors de l'application, la mise en œuvre des décisions qui ont été prises. Sur le terrain, il y a d'autres informations qui parviennent au gouvernement. Les transformateurs qui accusent les producteurs accusent la douane et la police. Le ministre d'État chargé de l'économie et de notre pays, il a réuni tous ces acteurs pour vérifier ces informations qui leur parviennent et comprendre qu'est-ce qui ne va pas. À partir de l'instant où je vous parle, vous transportez un chargement de soja à l'intérieur du pays. Vous êtes libre aujourd'hui de circuler comme celui qui transporte le maïs, comme celui qui transporte le riz. Parce que ça a donné l'impression que les filières soja et les filières anacarde sont stigmatisées à travers leurs produits. Il n'y a pas de raison que les autres produits puissent circuler librement et que le soja ou les noix de cajou ne puissent pas circuler. Donc aujourd'hui, toutes ces barrières ont été levées. La police a été instruite, la douane a été instruite. On ne veut plus voir qu'on arrête quelqu'un parce qu'il est en train de circuler avec un chargement de soja. Nous ne sommes pas sans savoir que notre pays a pris la décision que nos produits ne traversent plus nos frontières à l'état brut. Et ça, au moins, au niveau jusqu'aujourd'hui, ça reste. Cette décision reste en vigueur. Nous avons déterminé ce qu'on appelle zone sensible. La zone sensible, c'est quoi? C'est des zones frontalières. Vous êtes déjà à 5 km de la frontière, on vous voit avec un chargement. Vous dites que vous amenez à l'usine. On n'a aucune usine de notre pays qui est à la frontière. Donc, on doit vous voir transporter peut-être de la frontière vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers une frontière, on vous arrête et là, on va vérifier pour savoir vous amenez ça dans quelle usine. Nous avons donné les numéros des DG douane, les numéros des DG de la police. Ils ont donné librement leurs contacts pour que s'il y a tentative quelque part, qu'on les saisisse. On n'a plus de kilos à prélever quand le producteur vend. Vous amenez, vous vendez 100 sacs, vous vendez 1000 sacs, il n'y a plus un seul kilogramme à vous prélever. Si dans un point de vente, les gens continuent de prélever, qu'on nous signale. Tout ce qui peut être fait, vous finissez de charger votre camion, on n'a plus de fiches de convoyage à vous donner. Ce qui peut être fait au niveau de la commune, peut-être la coopérative peut enregistrer tous les camions qui prennent départ pour pouvoir avoir les statistiques et à la fin pouvoir dire dans chaque commune, voilà la production que nous avons pu sortir. Mais cet enregistrement, c'est contre 0 francs. Agriculture, santé, foncier et transport, pratiquement tous les secteurs d'activité ont été impactés en 2024 par les projets et programmes du ministère en charge du numérique. En 2024, ce département ministériel a aussi honoré plusieurs rendez-vous pour l'émergence de l'écosystème du numérique. À l'heure du bilan, Rebecca Kenjaounde nous propose un retour sur quelques actions phares. Plus qu'un référentiel, c'est l'élément déterminant au cœur d'un système. Le référent digital a la charge de mettre en place les solutions numériques adaptées dans une entreprise et en assure la bonne utilisation par les collaborateurs. Cette prouesse technologique est l'une des formations phares dispensées ici au sein de l'École des métiers du numérique. En 2024, cette école, une initiative du gouvernement à travers le ministère du numérique et de la digitalisation,
a connu un franc succès avec la mise sur le marché de l'emploi de plusieurs jeunes formés dans différentes filières. Quand j'ai vu les blocs de compétences qu'il y a dans cette formation, j'ai vu que c'était vraiment une formation complète qui était un peu plus large que par rapport à d'autres formations que les gens se proposent. Si à l'école des métiers du numérique, on forme les jeunes prêts pour l'employabilité, à l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN, bras opérationnel du ministère, on met en compétition les passionnés de la cybersécurité, le Hacker Lab. Ce jeune homme, du nom de Aurel Azon, est le gagnant de l'édition 2024. C'est un rêve que je nourris depuis 2018, donc déjà bien avant mon bac. Aujourd'hui, remporter le Hacker Lab, c'est comme un très grand accomplissement. Le salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle, SENIA, la semaine du numérique, SENOM, des rendez-vous incontournables pour l'écosystème du numérique et qui se sont tenus en 2024. Et pour maintenir cette dynamique, plusieurs acteurs du secteur privé ont aussi apporté leur pierre à l'édifice. Illustration avec l'initiative Africa Tech Up Tour Ishero, qui a doté plusieurs apprenants de kits Internet, la plateforme Suivio pour une meilleure géolocalisation, la plateforme Refi.bj pour la sécurité des biens immobiliers ou encore l'initiative Africa Digital Campus. Toutes ces initiatives ont permis au secteur du numérique et de la digitalisation de connaître un boom en 2024 et de permettre aux Béninois de mieux bénéficier des services de digitalisation dans différents secteurs d'activité. Tout ceci pour se rapprocher davantage de l'objectif fixé dès 2016, faire du Bénin la plateforme numérique de l'Afrique de l'Ouest. Évoquons à présent ce plaidoyer sur la lutte contre le travail des enfants. Il émane de CIPCRE Bénin et de Didras ONG, tous deux soutenus par d'autres acteurs de la société civile. Tous invitent les gouvernants à ratifier les conventions 129 et 189 de l'OIT sur le travail des enfants. Que stipulent ces conventions? En quoi sont-elles bénéfiques pour les enfants? Élément de réponse. Initiative du consortium multi-acteurs avec à sa tête les ONG CIPCRE Bénin et Didras, le présent atelier de haut niveau sur la ratification des conventions 129 et 189 de l'Organisation internationale du travail entend contribuer à réglementer et améliorer les conditions de travail des enfants au Bénin. C'est un atelier de haut niveau qui se justifie au moins pour 3 raisons. La première raison, comme vous le voyez, c'est la qualité des hommes qui sont attendus et dont vous avez donc dans la salle et au pupitre un microcosme. Atelier de haut niveau également au regard de la thématique. La thématique, la ratification de des conventions 129 et 189 avec à la toile la lutte contre le travail des enfants. Troisième raison qui justifie qu'on soit dans le cadre d'un atelier de haut niveau, c'est les résultats attendus, les résultats pour que nous puissions aller en avant en matière donc, de ratification et en matière de respect donc, des normes. La lutte contre le travail des enfants, le gouvernement en fait aussi une priorité. Plusieurs activités et actions sont d'ailleurs engagées à cet effet. C'est pour cela que l'État béninois, à travers le ministère du Travail et de l'Action publique, a entrepris de nombreuses réformes. D'abord, en créant au niveau des directions départementales le service de lutte contre le travail des enfants. Il n'y en avait pas, on l'a créé. Aujourd'hui, nous avons 12 directions départementales qui activement travaillent jour et nuit pour la lutte contre le travail des enfants. Malgré tous ces efforts, le fléau persiste. Alors, le consortium invite à plus d'actions et d'engagement à travers un plaidoyer à la ratification des conventions 129 et 189 de l'Organisation internationale du travail.
À même veine, je vous invite à suivre l'issue des travaux. Le consortium multi-acteurs appelle sans détour les gouvernants à ratifier les conventions 129 et 189 de l'OIT. Plaidoyer recueilli pour vous par Ghislaine Adimi et Benjamin Denayon. Brisons les chaînes du travail des enfants au Bénin. Ce message est adressé aux autorités béninoises. Nous, responsables et membres des organisations réunis au sein du partenariat multi-acteurs pour la ratification des conventions 129 et 189 de l'OIT, invitons les autorités à tous les niveaux concernés par le processus de ratification des conventions 129 et 189 de l'OIT portant respectivement sur l'inspection du travail dans l'agriculture et les travailleuses et travailleurs domestiques, à bien vouloir prendre les dispositions nécessaires pour l'aboutissement du dossier dans les meilleurs délais. Exhortons donc les autorités compétentes à poursuivre la prise de mesures hardies pour renforcer la protection des enfants contre les pires formes de travail, mettre en place des mécanismes de contrôle et de sanctions, garantir le respect des droits des travailleuses et travailleurs domestiques dans l'agriculture, tels que le droit à un salaire équitable, des heures de travail raisonnables et des conditions de sécurité et de santé au travail, favoriser la professionnalisation de l'activité de travailleurs et travailleuses domestiques afin d'assurer la stabilité professionnelle de ces travailleurs, lutter contre la traite des personnes, le travail des enfants et le travail forcé, et enfin, renforcer les outils de lutte contre les pratiques odieuses et protéger les enfants les plus vulnérables. C'est un nom qui rappelle la résistance au régime marxiste-léniniste de la Révolution populaire du Bénin, Séraphin Agbangbata. Un homme, un parcours, mais aussi un couronnement, peut-on désormais dire. Cette figure du militantisme politique a été reçue vendredi dans l'Ordre national du Bénin. Une distinction, tout naturellement, pour service rendu. Gloria Oni, Ramatoulawani. Séraphin Agbangbata, cet intrépide défenseur de la libre expression, est fait chevalier de l'Ordre national du Bénin. Pendant plusieurs années, le professeur hostile exubérant a fait preuve de résilience avec un parcours exceptionnel. Son parcours et le cours de sa vie montrent que ce choix s'explique assurément par sa passion, son amour inconditionnel de l'égalité, de l'équité et de la justice. Il sera ainsi arrêté en 1985, à 25 ans, et détenu à la prison de Sebana, au camp Séropéra de Parakou, à la prison civile de Cotonou et à la prison civile d'Abomey. Il ne recouvre sa liberté qu'en 1989, après environ 5 années de détention pénible et douloureuse pour lui et sa famille. Ces prises de position contestataires et très critiques gênent et dérangent le pouvoir en place. Pour limiter son influence sur la jeunesse estudiantine béninoise, il est exclu de l'Université nationale du Bénin pour délit d'opinion de 1994 à 1997. Cette décoration est un acte de reconnaissance qui vient couronner sa détermination et son courage. Les insignes que vous me remettez aujourd'hui m'incitent à redoubler d'énergie au service du Bénin, avec beaucoup de respect et d'humilité, avec la conscience de mes limites et des limites de mes actions. Je prends l'engagement que l'esprit de sacrifice qui m'anime doit se manifester avec plus de force que jamais, afin que les valeurs que vous me découvrez puissent se perpétuer. C'est donc le début d'une histoire que Séraphin Agbangbata a la charge d'écrire pour faire valoir ses compétences dans ce siècle restreint des chevaliers de l'Ordre national du Bénin.
Le Bénin est une terre de vaudou. C'est une réalité qui se traduit au quotidien. Selon le ministre en charge de la culture, Jean-Michel Labimbola, n'en veut pour preuve que l'engouement autour des Vaudou Days 2025. On l'écoute sur des propos recueillis par Benjamin Denayon et Ulvaeus Balogun. Les Vaudou Days ne sont pas évidemment une date isolée dans l'année. Le Vaudou Days vient soutenir toute une politique, toute une cohérence qui commence par la route des couvents vaudou. Ouida va héberger 5 couvents vaudou de la route des couvents vaudou, qui est un parcours touristique. Vous savez qu'il y a à Porto Novo la construction en cours du musée international du vaudou. Si vous allez à Porto Novo aujourd'hui, pour tous ceux qui sont passés à Porto Novo, c'est ainsi, dès l'entrée, vous voyez déjà que la ville a totalement changé, ne serait-ce que par ce geste architectural exceptionnel qui est en train d'être fait dans la réalisation de l'infrastructure muséale. Vous avez évidemment à Porto Novo également le Festival des Masques qui fait toujours référence à notre patrimoine vaudou. Donc tout cela rentre en cohérence. Donc Vaudou Days est un point clé de l'ensemble de ce parcours, de cette cohérence que nous voulons donner pour mieux éclairer le monde, et pas seulement le monde, les Béninois eux-mêmes. Le dossier sport de ce dimanche s'intéresse aux enseignements à tirer du tournoi de football UFOA-B U17 filles. C'est un tournoi qui s'est tenu pour la toute première fois à Accra. Le Bénin s'en est sorti avec la médaille de bronze, juste derrière le Nigeria et le Ghana. Retour sur l'aire de jeu avec Jules Akoyuku, William Bassabi. Un tournoi international pour jauger la forme du foot féminin chez les moins de 17 ans. Une première au niveau de la zone UFOA-B qui a réuni à Accra du 10 au 22 décembre 2024 5 pays, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Nigeria et le Ghana. Sur les aires de jeu du Ghana Man Center de Pram-Pram, le centre technique de la Fédération ghanéenne de football qui a abrité l'événement, les équipes à leur aise ont produit du jeu, à l'instar du Bénin, crédité d'une progression évidente tout au long du tournoi. Nous sommes très contents d'avoir remporté, d'avoir occupé cette 3e place. Nous sommes très contents. Dès le début, on avait cherché à marquer un seul but. Mais c'est la volonté de Dieu, on a retenu le but. Et voilà, on a gagné. On est fiers, on est contents. À l'arrivée, elles finissent sur le podium, derrière le Ghana, derrière le Nigeria. Moi, je leur dis simplement bravo. Elles se sont fait plaisir, ces filles-là. Faire autant d'efforts qu'ils ont fait sur 4 matchs et avoir su évoluer et faire évoluer donc leur niveau de jeu. C'est quelque chose qui est admiratif pour des jeunes filles qui ne sont pas habituées à jouer ce genre de compétition. Je pense que l'équipe du Bénin s'est améliorée par rapport à la première prestation. Du premier match à ce dernier match que nous avons joué aujourd'hui, je peux avoir un sentiment de satisfaction par rapport au progrès, mais de manière beaucoup plus analytique, je sais que nous avons encore beaucoup à faire. Favoris logiques de par leur cadre de visite, le Ghana et le Nigeria tiennent les premiers rôles dans leurs groupes respectifs et se hissent en finale pour la quête du Graal qui est revenu au pays hôte avec en prime des distinctions individuelles. On ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Il y a ceux qui ont gagné, comme le Ghana, un peu comme le Nigeria, et il y a ceux qui ont appris, comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire et comme le Niger. Le tournoi a été organisé assez rapidement, dans de bonnes conditions. En tout cas, le Ghana a gagné, tant mieux pour eux, parce qu'ils étaient chez eux. Mais sur l'ensemble du tournoi, les heures ont été respectées, les créneaux d'entraînement ont été respectés. Je trouve que c'est beau, parce que pour une première compétition, très souvent, nous aurions censé aimer critiquer les choses. Non, moi je tiens à applaudir l'organisation, et jusqu'au bout avec un feu d'artifice pour le Ghana. Le Bénin tape dans l'œil des observateurs comme révélation de la compétition. Une posture qui est le fruit d'une osmose entre l'équipe, le staff et les officiels du ministère des Sports, plus que jamais investis dans la promotion du Bénin par le sport. Je puisse saluer, si vous le permettez bien, la synergie d'action fédération-ministère prônée par l'actuel ministre des Sports, M. Benoît Dato. Et depuis que la dynamique est instaurée, il faut constater et remarquer que
les catégories d'âge au niveau de toutes les sélections évoluent, que ce soit bien sûr au niveau du football qu'au niveau d'autres disciplines sportives. Je pense qu'on ne peut pas souhaiter mieux pour une nation qui rêve donc de révéler le Bénin à travers le sport. Ce tournoi pour moi est très important dans le but de se préparer sur l'avenir. Ça c'est vraiment le plus important et à partir de là on pourra faire un constat de ce qu'on a fait contre les autres nations. Ça nous a permis de corriger nos erreurs pour que les prochains tours à venir, que ça soit meilleur que ça. Romaine Yenido Gandonou, auteur des 3 buts béninois marqués lors du tournoi et désignée à 2 reprises meilleure joueuse, apporte davantage de lumière à la participation du Bénin qui doit couver ces jeunes perles promises à un bel avenir. Voici à présent le tour de l'actualité internationale. C'est sous la plume de Blaise Adampo. Pour beaucoup, c'est le rendez-vous à ne pas rater durant la période de Noël. En 11 ans, le festival Calabar a su dépasser les frontières du Nigeria. Il est devenu plus international et attire de plus en plus d'étrangers. Cette année, l'événement a vu la participation de centaines de participants. Les Tchadiens étaient dans les bureaux de vote ce dimanche pour les élections générales présentées par le pouvoir comme la dernière étape de la transition politique. J'appelle tous mes compatriotes inscrits sur la liste électorale à sortir massivement pour voter en ce jour historique, a déclaré le chef de l'État, le maréchal Mahamat Idriss Itno. Les partis d'opposition n'ont cessé d'appeler à l'abstention en critiquant un système construit sur le mensonge et le vote électoral et en appelant au changement pour développer le pays. Les résultats provisoires de ce triple scrutin sont attendus le 15 janvier et les résultats définitifs le 31 janvier 2025. Un avion a fait une sortie de piste et s'est écrasé à l'aéroport international de Muan en Corée du Sud, faisant 179 morts et 2 rescapés. L'accident s'est produit lors de l'atterrissage de l'avion de la compagnie Jeju Air en provenance de Bangkok en Thaïlande et transportant 175 passagers et 6 membres d'équipage. L'avion a été presque entièrement détruit et les passagers et membres d'équipage avaient peu de chances de survivre, ont affirmé les pompiers sur place. Au fil des heures, le bilan s'est alourdi, confirmant le pessimisme des pompiers qui avaient évoqué un nombre important de personnes grièvement blessées. Selon les autorités, 2 femmes ont pu être sauvées, 2 membres d'équipage également. Les autorités ont annoncé avoir retrouvé les 2 boîtes noires. La dernière catastrophe de grande ampleur remonte en 1997 lorsqu'un avion de Korean Airlines s'est écrasé à Guam, tuant 228 personnes à bord. Les enquêtes sont en cours pour connaître les causes de ce crash meurtrier. Les Croates ont voté ce dimanche. Fin du journal, merci de votre fidélité.